Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet universel et difficile, il s'agit de la mort. En cette semaine de la Toussaint 2018, les questions autour de la fin de vie continuent à faire débat et on en parle tout de suite après le générique. C'est une échéance qui nous concerne tous et que beaucoup d'entre nous refusent d'envisager. La mort est au cœur de notre émission Dimanche en politique ce matin. À l'occasion de cette semaine de la Toussaint, nous allons nous demander comment anticiper ce moment douloureux. L'accueil de la mort est-il toujours tabou? La loi sur la fin de vie doit-elle évoluer? Pour tenter de répondre à ces questions, je reçois trois invités. Gérard Terrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité d'éthique du CHU de Limoges. Vous avez longtemps dirigé le service de soins palliatifs. Jean-Luc Romero, bonjour. Vous êtes en duplex depuis Paris avec nous. Vous êtes le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Et enfin, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque à Limoges. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Il y a quelques jours sur RTL, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, déclarait, je la cite, « On laisse penser aux Français qu'il n'y a pas de loi sur la fin de vie. En fait, ils ne la connaissent pas. Elle est très peu utilisée et très peu mise en œuvre. » Avant d'ouvrir la discussion, on va donc rappeler les grands principes de cette loi Leonetti avec le commentaire d'Emmanuel Denano. Le 22 avril 2005, le député des Alpes-Maritimes, Jean Leonetti, donnait son nom à la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Un texte de 14 articles qui mettent en avant, je cite, que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. C'est ainsi que dans les articles 1 et 9, on peut relever que l'obstination déraisonnable du corps médical et la prolongation artificielle de la vie du patient sont proscrites, même si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le médecin peut alors décider d'abréger la vie du patient en lui administrant une dose de soins palliatifs qu'il juge nécessaire à son confort, à condition d'en informer le patient ou éventuellement la personne de confiance désignée. Dans les articles 5 et 9, on note que le patient doit être informé des conséquences de sa décision et que sa volonté de limiter ou de cesser un traitement doit être respectée. L'article 8, lui, prévoit qu'avant la maladie, toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Docteur Gérard Terrier, vous êtes président du comité d'éthique du CHU de Limoges et vous avez longtemps dirigé le service de soins palliatifs. Ces dispositions, est-ce qu'elles sont suffisamment connues des patients, des soignants? Alors, elles ne sont pas très connues de la population, elles sont mieux connues des soignants. Elles ne sont pas connues de la population, ça a été démontré lors des états généraux de la bioéthique, dont les conclusions sont assez caricaturales, puisqu'il y a 40% de la population qui n'est pas au courant qu'il y a une loi qui permet un certain nombre de choses. Je voudrais juste relever une erreur qui a été faite par votre collègue. On n'administre pas une dose de soins palliatifs. Non, on prend les gens en soins palliatifs quand leur état le nécessite. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, la loi Leonetti était mal connue parce que je crois que même le corps médical ne l'a pas souhaité l'appliquer. Et pourquoi ? Parce que le pouvoir médical était, disons, relativement prégnant encore. Je crois qu'il l'est beaucoup moins et que l'évolution avec la loi Claeys-Leonetti, cette fois-ci, de 2016, a provoqué chez les confrères une réflexion qui les a amenés à vraiment prendre en compte la fin de vie. Qu'est-ce qui change justement entre ces deux lois, la loi Leonetti, la loi Claeys-Leonetti, la nouveauté, l'incitation qui serait plus grande envers les soignants? Il y a plusieurs choses, mais je ne sais pas si on doit se lancer dans le détail, parce qu'autrement le débat va être amputé. Il y a par exemple la possibilité pour des patients qui sont sous tutelle de rédiger des directives anticipées, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il y a le problème de la sédation terminale continue, qui est une nouveauté aussi, et dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Alors, on va se tourner vers Jean-Luc Romero à Paris. Vous animez régulièrement des conférences sur le thème de mourir dans la dignité. Vous étiez à Limoges il y a quelques jours d'ailleurs. Très concrètement, que réclamez-vous de plus qui ne se trouve pas dans cette loi ?
D'abord, il faut se rappeler que ce n'est pas 2 lois, Leonetti, c'est 3. Parce qu'on a oublié quand même qu'après 2005, il y a eu l'affaire Chantal Sébir en 2008 et qu'on a eu une autre proposition de loi qui a nécessité 1 an de travail, un rapport avec 1000 pages. Plus personne ne se rappelle ce qu'il y avait dans ce texte. Et c'est là où il faut quand même se poser une question. Comment se fait-il, si c'est si bien ces lois, qu'on ait eu besoin en si peu d'années d'en faire 3, et puis de dire aujourd'hui que ces lois ne sont pas connues, ça pose quand même un problème. Des lois qui ne sont pas connues depuis 2005, parce que quand même la dernière mouture, en gros c'est la même chose, qu'on a un peu changé, c'est une grande opération de communication, parce que entendre dire que la sédation terminale existe depuis 2016, c'est absolument faux. Elle existait avant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'avait proposé le Conseil d'État à Vincent Lambert? Avait accepté qu'on puisse lui faire une sédation terminale. Il y avait un décret de 2010 qui en précisait les conditions. Donc tout ça existait. Alors c'est une grande opération de communication pour nous. Aujourd'hui, en tout cas, il y a un constat. La sédation terminale, qui est quasiment la seule solution qu'on donne aujourd'hui, c'est une solution dans certains cas. Mais dans des cas pour des personnes qui sont très très malades, qui sont très âgés et qui vont mourir en quelques heures. Ça se passe comme ça en Belgique depuis longtemps, aux Pays-Bas, c'est à peu près 10% des morts. Sauf que dans notre pays, on arrive à une dérive. C'est qu'il y a des gens qui mettent 3 semaines à mourir et qu'on ne nous dise pas que ça, c'est des cas exceptionnels. Vous savez, nous, à la DMD, on a tous les jours, au service ADMD Écoute, des personnes qui viennent nous dire, nous, on ne comprend pas, ça fait des semaines que notre parent, que notre frère, que notre femme est en train de mourir, ça ne s'arrête jamais. Et on ose nous dire que tout ça, les gens ne souffrent pas, il n'y a aucune souffrance, sauf qu'il y a plein de signes cliniques qui montrent que ces personnes souffrent. Donc on voit qu'aujourd'hui, cette loi ne satisfait pas. C'était une loi qui a d'abord été faite par des médecins, à chaque fois d'ailleurs, pour des médecins. Très bien, on a réglé les problèmes des devoirs et des droits des médecins. Mais il serait peut-être temps de s'interroger quand même de ce qui est quand même essentiel, c'est-à-dire le droit de la personne qui est en fin de vie. Et on voit bien qu'elle n'est toujours pas au centre des décisions et que c'est toujours celles et ceux qui sont autour du lit qui décident. Et justement, début 2018, il y a eu des députés, 156 députés, qui ont signé une tribune qui demande de légiférer en faveur de l'euthanasie. Est-ce que c'est le signe que les choses évoluent selon vous et qu'est-ce qui bloque encore ? Alors, oui, les choses évoluent. D'ailleurs, il y a eu un signe quand même important. Vous savez, on l'oublie, mais il y a une 3e chambre dans notre pays. Vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat, mais vous avez le Conseil économique, social et environnemental. Et il s'est prononcé il y a quelques semaines en faveur de la légalisation de l'euthanasie sous des termes un peu différents. Dans le débat des bioéthiques, on a oublié aussi qu'il y a eu un comité citoyen et que ce comité citoyen s'est prononcé aux 2/3 en faveur d'une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Je ne parle pas des sondages. D'ailleurs, le dernier de la Croix, qui est assez intéressant, où on apprend que 89% des Français souhaitent la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté ou l'un ou l'autre, et que seulement 11% des Français sont satisfaits de la loi actuelle, et que d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, 72% des catholiques pratiquants souhaitent une loi qui légaliserait l'euthanasie. Donc on voit bien aujourd'hui qu'au Parlement, il y a des choses qui ont changé. La première des choses, c'est que d'abord, vous avez dans tous les groupes des parlementaires qui sont favorables à une loi permettant d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs, quand on en parlera aussi, ça, qui est un des grands échecs de ces 15 dernières années. Je donne la parole à Monseigneur Bozo, s'il vous plaît. Justement, vous parliez de ce sondage de la Croix de décembre 2017. Monseigneur Bozo, vous avez co-signé une tribune, c'était en mars 2018, justement suite à cette tribune des 156 parlementaires. C'était un appel à la fraternité dans la fin de vie. Quelles étaient les raisons qui ont motivé pour vous cette signature ? Alors, nous avons signé ce texte dans le cadre de la révision des lois bioéthiques où la question de la fin de vie était évidemment envisagée. L'ensemble des évêques de France a signé l'unanimité des évêques de France a signé cette tribune. Il nous semblait devoir donner un texte avec un appel positif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous simplement de refuser l'euthanasie, il s'agit d'appeler à une exigence de fraternité supplémentaire au moment de la mort, de la mort des personnes. Le titre, vous disiez dans votre générique, la fin d'un tabou. Il ne me semble pas du tout, en tout cas à notre point de vue, que la mort soit un tabou. Elle est une chose qui fait partie de la vie, qui nous concerne tous, dont nous savons qu'elle nous concerne également. Mais souvent qu'on ne veut pas voir. Mais alors souvent qu'on ne veut pas voir, qu'on s'acharne à cacher, au contraire, et que nous voulons au contraire essayer de faire regarder
paisiblement autant qu'il est possible. Alors je ne nie évidemment pas le poids d'angoisse, de souffrance, et pour les gens concernés directement par la mort elle-même et pour leur entourage, mais c'est précisément là que notre fraternité est requise. Et du coup, la fraternité, elle est inscrite sur les frontons de nos mairies, de la République. Je ne comprends pas bien que à la fois la République se bat pour lutter contre le suicide, et puis en même temps un jour légaliserait soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, puisqu'il en est aussi question. Mais pour reprendre ce sondage, quand vous voyez que 72% des catholiques se déclarent favorables à la légalisation du suicide assisté ou à l'euthanasie, vous les rencontrez peut-être ces gens-là, ils vous en parlent ici, à Limoges? Alors moi, je rencontre beaucoup de gens de toutes sortes. Il y a dans les catholiques toutes les tendances, tous les partis politiques, et je rencontre aussi heureusement des non-catholiques. Mon expérience, c'est toujours d'avoir été très marquée par l'accompagnement de la fin de vie. Comme prêtre, j'ai eu à beaucoup accompagner des mourants. J'ai toujours vu là des expériences humaines extraordinaires. Et je pense que plus on implique les gens, plus on leur explique, plus on les accompagne, y compris les malades, bien sûr, et plus ces choses, la baudruche un peu se dégonfle. Hein. Je ne nie pas la dimension dramatique qu'il y a autour de la fin de vie, mais je dis qu'on peut l'aborder de manière plus apaisée et vraiment dans une perspective de fraternité vraie. Docteur Terrier, ce sondage, pour vous, il n'est pas représentatif ? Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas représentatif. Je dis simplement qu'il y a quand même une discordance entre les 40% lors des états généraux de la bioéthique de Français qui ne connaissent pas la loi et que 89% soient favorables à l'euthanasie. Ça me paraît quand même assez discutable. Et comment vous l'expliquez ? Par une méconnaissance ou par... Je pense que c'est par une méconnaissance. Les gens ont du mal à percevoir exactement... c'est très difficile. Je crois que Monseigneur Bozo l'a dit, quand on est auprès des patients, qu'on les accompagne, je crois qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire disparaître le souffrant pour faire disparaître la souffrance. Jean-Luc Romero, vous souhaitiez réagir aux propos de Monseigneur Bozo ? D'abord, il ne s'agit pas... c'est toujours un peu étonnant d'entendre que la parole des Français, elle n'a jamais de valeur. Les sondages, ils ont 20 ans, ils donnent toujours la même chose. Et vous savez, chacun a le droit d'être respecté. Moi, je comprends qu'un évêque soit opposé à l'euthanasie, et il a le droit de l'être. C'est un choix. Mais il ne peut pas quand même obliger quelqu'un qui n'a pas ses convictions, et d'ailleurs, ce n'est pas le cas puisque 72% des catholiques sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie, à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance, parce que dire qu'on est accompagné, on veut tous être accompagnés. Moi aussi, j'ai accompagné, vous savez, je suis aussi un militant de la lutte contre le sida, et je crois qu'en matière de souffrance, j'en ai vu aussi quelques-unes. Et bien sûr que chacun d'entre nous veut que la personne qu'on aime soit accompagnée le plus longtemps possible. Mais arrêtons, nous sommes dans une république laïque, et il n'y a pas un principe supérieur dans une république laïque qui vous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance, parce qu'il faut arrêter de dire qu'on soulage toutes les douleurs et toutes les souffrances. Dans les soins palliatifs, et ce sera le choix de 95% des Français, certainement, on soulage évidemment l'essentiel des douleurs physiques. Mais il y a un certain nombre de douleurs psychiques à la fin, où on n'en peut plus, on a fini sa vie. On a dit au revoir aux siens, on veut partir, on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Eh bien, on a le droit de choisir le moment et la manière. C'est un droit élémentaire qu'on doit avoir. Et chacun doit être respecté. Est-ce que c'est moi la loi que je veux ? C'est une loi qui respecte les gens qui veulent mourir le plus tard possible. Ils ne le sont pas aujourd'hui. On sait qu'il y a des gens qui reçoivent des produits létaux qui n'ont rien demandé. C'est l'INED qui nous le dit. Et puis, il faut aussi respecter les autres, ceux qui, à un moment, estiment que, ces souffrances et ces jours qui viennent n'ont pas de sens. Pour certains, ça a du sens, pour d'autres pas. Il faut qu'on comprenne ça. Cette loi, c'est une loi pour tout le monde. On doit respecter tout le monde. Et ce n'est pas quand même les religions qui doivent imposer des lois, dans une république laïque. Alors moi, je me réjouis d'entendre souvent un discours modéré, mais je pense que il faut aussi, dans cette façon, avancer. Comme l'Église essaye d'avancer en ce moment pour la pédophilie, qui est quand même un des graves problèmes dont elle aurait dû s'occuper avant. Mais c'est pas le thème de cette émission, en l'occurrence. Oui, mais enfin, c'est quand même aussi intéressant de savoir qu'à ce moment-là aussi, c'est quand même un grave problème. Tout à fait. Et l'Église doit un peu balayer devant sa porte. Oui. Et qu'au moment où ils sont en train de discuter ça, on enlève les responsabilités à un prêtre qui était quand même chargé, qui était un meneur d'alerte et qui avait indiqué ce qui se passait. Donc moi, je veux dire à l'Église qu'elle balaye devant sa porte et qu'elle essaye de respecter un peu les Français, qu'elle essaye de respecter... Voilà, parce que nous, on respecte.
Tout le monde, les religions dans la République laïque sont respectées. Votre message est qu'elles entendent enfin les Français et qu'elles arrêtent de s'opposer à des lois qui permettent à chacun de décider ce qui est le mieux pour eux ou pour elles. Merci. Monseigneur Bozo ? Alors, je ne pense pas que l'Église va envoyer des chars pour s'opposer à une loi. Donc, l'Église, elle donne une voix, elle donne une voix parmi d'autres. Elle n'impose rien à personne. Elle donne son avis. Elle argumente. Elle explique. Je ne pense pas que ce soit avec violence. Et elle donne son avis sur les soins palliatifs aussi dans cette tribune. Alors, juste pour reprendre ce que disait M. Romero, moi, je n'ai jamais plaidé. L'Église n'a jamais plaidé pour une fin de vie la plus longue possible, et ni pour la souffrance, évidemment, qu'on combat de toutes nos forces avec tous, quoi. Donc il ne s'agit pas de plaider pour la souffrance, et il ne s'agit pas de dire qu'il faut mourir le plus tard possible. Il s'agit simplement qu'il ne faut pas enfreindre cet interdit non seulement religieux, mais civilisationnel. Mais vous craignez des dérives, de la mort, de tuer, l'interdit de tuer. Ah bah oui, je crains évidemment des dérives. Des dérives comme lesquelles, par exemple ? Eh bien, c'est-à-dire que, vous voyez, comment et quand et qui va établir qu'une vie devient insupportable, ne mérite plus d'être vécue, parce que c'est vrai pour la fin de vie, mais c'est vrai pour une vie de quelqu'un qui est dépressif, c'est vrai. Alors, vous voyez, ça ouvre des portes de manière absolument étonnante. Alors vous soulignez aussi dans cette tribune, vous et l'ensemble des évêques de France, des disparités d'accès aux soins palliatifs. C'est aussi l'essentiel de ce sujet. L'insuffisance de formation proposée au personnel médical. Gérard Terrier, on sait que le secteur de la santé publique, il est en tension forte aujourd'hui. C'est exact. Jean-Claude Amezen, l'ancien président du Conseil consultatif national d'éthique, affirmait encore la semaine dernière chez nos confrères de Public Sénat, la moitié des Français n'a pas accès aux soins palliatifs. Le problème, il est là aussi, non ? Le problème est là, effectivement. Vous êtes en train de diffuser des images du service, qui me va bien évidemment droit au cœur. Je crois qu'il faut que aussi on comprenne bien que actuellement la volonté des Français n'est pas forcément de mourir dans une institution, mais de mourir chez eux. Et alors chez eux, pris au sens réel du domicile ou du domicile de substitution. Et il est vrai qu'il va falloir, et là par contre c'est une volonté politique, ça n'est pas une volonté philosophique ou sociétale, c'est vraiment enfin sociétale si, parce que politique, il va falloir quand même développer effectivement les moyens pour que les patients puissent avoir une fin de vie dans le lieu qu'ils ont choisi, c'est-à-dire leur domicile. Avec des unités mobiles, par exemple ? Avec des unités mobiles qu'il va falloir développer, avec le maillage du territoire, avec les médecins traitants, avec les hospitalisations à domicile. C'est vraiment il va falloir mettre le paquet, si je puis me permettre d'être un peu trivial dans mon propos. Et c'est pas le cas actuellement. Il y a des Ça n'est absolument pas le cas actuellement. Il y a des territoires qui sont au-delà de ce que l'on peut faire, et ça crée effectivement une disparité qui a tendance à entraîner des dysfonctionnements, bien évidemment. Et je reviendrai sur ce qu'a dit Monseigneur Bozo. Je crois effectivement que l'interdit de tuer n'est pas ni religieux ni philosophique, mais sociétal. Alors on va maintenant écouter le témoignage d'une femme qui a fortement marqué ce débat sur l'euthanasie en France. Il s'agit d'Anne Baird, écrivain. Elle était atteinte de la maladie de Charcot, une pathologie dégénérative incurable qui l'a condamnée à la déchéance physique puis à la mort. À 59 ans, Anne Baird a fait le choix de l'euthanasie en Belgique. Elle s'y est éteinte en octobre 2017. Pendant ses derniers mois de vie, elle avait accepté d'être suivie par Antoine Laura pour un documentaire coproduit par France 3 Nouvelle-Aquitaine. Voici un extrait dans lequel elle explique à un ami médecin pourquoi les soins palliatifs ne lui conviennent pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je dois passer par cette case agonie. En fait, c'est de ça que je ne veux pas. Je ne veux pas de l'agonie. Je veux passer de l'état de vivante à celui de morte. Mais je ne veux pas être une mourante. Je crois qu'il n'y a pas de position arrêtée là. C'est toute la difficulté. Tu nous mets en limite de compétences, quoi. Oui, voilà. C'est pour ça que, tout à l'heure, tu disais, ils m'appellent la résistante, ou je suis résistant pour eux. Et ça me rappelle à une phrase de thérapie comportementaliste où on dit que la résistance du patient, c'est la limite de compétence du thérapeute. Voilà, c'est ça. Et cette frontière-là, elle est là, quoi. Et je crois que tu nous mets, par ta décision aussi, c'est clair, en limite de compétence, quoi. Gérard Terrier, je crois que finalement Anne Baird, c'est une exception. Je crois que vous êtes tous d'accord pour dire que finalement l'euthanasie serait choisie par peu de personnes au final. Pourquoi ne pas laisser ce choix ? Alors, déjà une erreur, si vous me permettez, sur le terme agonie. Quelqu'un qui est en phase agonique,
il est décérébré. C'est-à-dire qu'il ne perçoit plus rien autour de lui. Donc il y a là une dérive de langage qui est employée parfois dans un sens pour essayer de favoriser effectivement une mort accélérée. Je comprends tout à fait la souffrance des patients. Nous avons beaucoup de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot dans les services de soins palliatifs et dans celui que j'ai eu l'honneur de diriger en particulier. Ce sont des souffrances qui sont parfois difficiles à prendre en charge, mais que l'on prend en charge dans une grande majorité de cas. Il y a effectivement des exceptions. Je pense que Mme Baird en est une, qu'elle a eu la possibilité de se faire médiatiser et qu'on sait très bien tous l'influence qu'ont les médias sur parfois nos réflexions. Alors, selon Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, qui a déposé une proposition de loi sur la fin de vie, il y aurait 3 à 4 000 euthanasies clandestines par an en France. Alors, c'est à la base d'un rapport de l'INED, dont les chiffres sont sujets à interprétation. Mais vous confirmez, il y a des euthanasies chaque jour en France de façon clandestine ? Eh bien, écoutez, honnêtement, en ce qui me concerne, je n'en sais rien. Je ne nie pas la possibilité qui est faite par mes connaissances, par certains confrères, d'utilisation de certains produits. J'ai connu, moi qui commence à être un peu vieux, les cocktails lithiques que l'on administrait parfois à mauvais escient aussi. Donc je n'ai pas de réponse à votre question. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il semble qu'effectivement dans les pays d'Europe, il y ait y compris dans ceux qui ont dépénalisé l'euthanasie, pas légalisé, dépénaliser l'euthanasie. Aucun pays, à ma connaissance, n'a légalisé l'euthanasie. Il l'a dépénalisé. On peut être très inquiet, par exemple, sur la Hollande, qui a dépénalisé l'euthanasie chez les malades mentaux et dont certains confrères commencent à s'inquiéter du nombre de malades mentaux qui sont euthanasiés. Je vais me tourner vers Jean-Luc. Donc c'est une dérive. Oui, vers Jean-Luc Romero à Paris. Le groupe parlementaire de réflexion sur la fin de vie avait demandé à visionner ce documentaire dont on a vu un extrait. Tous les citoyens ne peuvent pas faire la même démarche qu'Anne Baird, ne serait-ce que financièrement. Est-ce que vous avez des informations sur le fait qu'il y ait des euthanasies clandestines chaque jour en France ? Écoutez, donc j'ai essayé parce que c'est pas facile d'être loin et d'intervenir, et puis surtout un contre deux, c'est pas très équilibré comme débat. Donc on entend quand même des choses. Moi d'abord, le mot tuer, je voudrais revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a des mots qu'il faut pas utiliser. Les personnes qui sont en fin de vie, qui n'en peuvent plus, elles demandent pas à être tuées, elles demandent à être accompagnées. Et d'ailleurs, il faudra nous expliquer la différence entre une sédation terminale et une euthanasie. Une sédation terminale, on vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. On fait des gestes actifs, on vous enlève des sondes gastriques. Donc voilà, c'est une forme d'euthanasie quand même. Et dans ce que nous on demande, c'est simplement d'accompagner quelqu'un. Et c'est la demande de la personne, c'est une espèce de geste d'amour. La personne, elle sait qu'elle va mourir. Elle ne veut pas endurer les dernières semaines de souffrance qu'elle a à vivre. Donc ce n'est pas tuer, c'est simplement accompagner. Sur les dérives, moi j'entendais tout à l'heure Monseigneur Bozo qui nous disait qu'évidemment, il ne fallait pas qu'il y ait de dérives. Et on est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, moi, des soins palliatifs. Vous savez, moi, je me bats depuis longtemps pour l'accès universel aux soins palliatifs. Mais les dérives, c'est pas quand il y a une loi, Monseigneur. C'est quand il n'y en a pas. Et quand on est dans un flou d'une loi qui ne fonctionne pas, puisque ça fait 13 ans qu'on a un débat qui est relâché en permanence, qui prouve que ça ne fonctionne pas, où une partie des soignants ne veut pas appliquer la sédation terminale et où une partie des gens ne veulent pas la vivre parce qu'on sait que si c'est fait, si ça dure plusieurs semaines, il peut y avoir des souffrances induites. En France, on a quand même l'INED qui nous dit, alors ça peut peut-être être contesté, mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est l'INED, qu'il y aurait 0,8% des gens qui recevraient un produit létal. C'est interdit, un produit létal. C'est une étude qui a été faite auprès de 4500 mourants. Donc quand même qui est assez sérieuse, qui a été faite donc auprès des médecins. Donc elle peut être extrapolée, comme le dit d'ailleurs l'IFOP. Sur les 0,8%, on se rend compte que seulement 0,2% des gens l'ont demandé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est 4500 euthanasies, il y a 1200 personnes qui l'ont demandé et il y en a 3300 ou 3400 qui n'ont rien demandé. C'est peut-être des gens, c'est peut-être des gestes compassionnels, mais les dérives, c'est ici. Et qu'on arrête le fantasme de dire qu'il y a des dérives aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique ou au Luxembourg. Dans ces pays-là, il n'y a aucun politique sérieux, aucun, qui demande de revenir sur les lois. En Belgique, il y a même des instituts, des cliniques religieuses
qui appliquent la loi. Ça ne plaît pas au Vatican, je sais, mais ils le font. Et il y a d'ailleurs un conflit en ce moment. Il n'y a personne de sérieux qui veut revenir dans ces pays-là. Donc il y a un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Les dérives, c'est justement aujourd'hui parce que la loi ne convient pas dans notre pays. Justement, et dans notre pays, des gens sont aidés, ils n'ont rien demandé. Et moi, je le dis, attendez, excusez-moi, parce que je suis quand même tout seul à pouvoir défendre ce point de vue. C'est déjà pas facile. Et justement, ces personnes... Vous avez écrit à Brigitte Macron. Est-ce que vous avez eu des réponses de la part du pouvoir politique là-dessus ? Non, j'ai pas eu de réponse de Brigitte Macron. D'ailleurs, je m'inquiète des propos permanents de la ministre de la Santé qui s'y oppose, alors que tout à l'heure, j'avais pas pu terminer, mais quand vous évoquiez les parlementaires, c'est vrai que je vous disais qu'il n'y a jamais eu des parlementaires dans tous les groupes, c'est chose faite, et je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie majorité. Rien que dans le groupe La République En Marche, 200 parlementaires sur 300, ils sont aujourd'hui favorables. Tout le groupe de la France Insoumise, le groupe socialiste, le groupe d'Agir est à 80% pour. Il y a au moins une quinzaine de parlementaires de LR qui y sont favorables. On voit aujourd'hui qu'il y a une majorité parlementaire pour. Et c'est pas parce que les députés veulent que tout le monde soit euthanasié dans notre pays. Ils veulent donner cette possibilité. Ce choix. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Français veulent l'avoir. Parce qu'ils savent que la plupart, ils ne l'utiliseront pas. Mais simplement, ça sera 3-4% des Français, c'est-à-dire quand même quelques dizaines de milliers de personnes. Et ces gens-là, ils ont le droit d'être entendus. Merci. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi favorables à une loi qui respecte tout le monde et notamment ceux qui veulent mourir le plus tard possible. Merci beaucoup, Jean-Luc Romero. Monseigneur Bozo, Gérard Terrier, il nous reste 3 minutes d'émission. Si vous aviez un message à faire passer à ceux qui nous regardent, ce serait lequel ? Ce serait penser, anticiper ce moment-là, ces directives dont parlait la ministre de la Santé ? Alors, cette question des directives anticipées, bien sûr, sont des questions un peu techniques, mais simplement de manière plus générale, je pense regarder la mort avec un peu de sérénité et aussi regarder la personne humaine dans toutes les phases de son existence, y compris dans ses phases plus vulnérables. Et il ne faut pas avoir peur de cette vulnérabilité qui fait partie de notre dignité. L'association de M. Romero s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Je plaide évidemment pour le droit de mourir dans la dignité. Mais je pense que la dignité de la personne, elle est aussi quand la personne est vulnérable, fragile, fragilisée, qu'elle a besoin de l'attention des autres, qu'elle a besoin du soin des autres, qu'elle a besoin d'être accompagnée jusqu'à la fin, et qu'il se passe des choses humainement absolument merveilleuses et qui sont d'un autre, je pense, d'une autre ampleur que le fait de refuser, comme on l'entendait tout à l'heure, même si c'était mal proprement employé, l'agonie, de vouloir passer de la vie à la mort sans avoir à passer par cette phase de vulnérabilité. Elle fait partie de notre être et il y a là quelque chose de beau, même si la souffrance n'est pas belle. Gérard Terrier, à qui donne-t-on ces directives anticipées ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, je voudrais d'abord dire que la loi a eu au moins un mérite, c'est quand même de mettre le patient au centre de la décision. Et je crois que ça, c'est important et c'est une évolution dans notre façon de penser, y compris dans les services médicaux ou, d'une façon générale, médico-sociaux. Ces directives anticipées, pour qu'on en ait connaissance, il faut qu'on sache où elles se trouvent. Alors, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Le registre, on sait très bien qu'avec le cancer, par exemple, ça ne marche pas, ou le don d'organes, ça ne marche pas non plus. Donc on en parle à ses proches, par exemple ? Voilà une chose intéressante. Quand on parle de directive anticipée, c'est la bonne occasion pour aussi se prononcer sur le don d'organes. Parce que je rappelle que la cornée est un tissu qui se renouvelle sans arrêt, qu'on peut donner ses cornées, même très très tard dans l'évolution de la vie. Donc, il faut que ces directives anticipées, elles soient connues, et donc il faut qu'elles soient ou sur la carte vitale ou dans le dossier médical. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Vous pouvez la revoir sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Louis Roussel, puis Dimanche en politique continue avec Francis Letellier. La semaine prochaine, nous serons à Brive, sous la halle Georges Brassens, pour une émission spéciale consacrée à la Foire du Livre. Je serai aux côtés de Martial Codéboisse et nous aurons le plaisir de recevoir de nombreux écrivains, parmi lesquels Serge Joncourt, Amélie Nothomb, Guillaume de Tonquédec, Delphine de Vigan ou encore le palois David Diop. Ce sera à partir de 10h50. D'ici là, très bonne semaine à tous.